Un meurtre, une société. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire présentée par André Loez. Aujourd'hui, l'attentat contre Marx Dormoy, ancien ministre du Front populaire. Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire pour cet avant-dernier épisode de notre série d'été. Bonjour Tal Brutman. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, notamment des violences politiques, des violences antisémites. Que s'est-il passé à Montélimar dans la nuit du 25 au 26 juillet 1941 ? À l'hôtel, appelé le relais de l'Empereur, vers 1h50, il y a une très forte détonation, il y a une bombe qui explose dans une chambre de l'hôtel. Et le personnel de l'hôtel va voir d'où provient la détonation. Ils se rendent compte que ça provient de la chambre où se trouvait Marx Dormoy, l'ancien ministre de l'Intérieur du Front populaire, qui a été tué dans cette explosion alors qu'il se trouvait là en résidence surveillée depuis quelques mois, placé là par le régime de Vichy qui l'avait interné depuis la fin de l'année 1940. Il n'y a donc aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un assassinat politique, un assassinat, on va en voir les implications, on va en voir les auteurs. Il faut évidemment présenter un petit peu qui était Marx Dormoy, qui est une figure importante du socialisme, de la gauche française. Alors, Marx Dormoy est effectivement une figure très importante de la SFIO d'avant-guerre. Il est d'autant plus important que c'est un des très très proches de Léon Blum. Il fait vraiment partie du premier cercle de Léon Blum. Ça lui a même été reproché à partir de 1936. Il y a un moment très célèbre à l'Assemblée où il y a des attaques antisémites contre Blum et Dormoy lance à cette occasion « Un juif vaut bien un breton », ce qui sera repris et détourné par l'extrême droite à la suite. Donc c'est vraiment une figuronie de l'extrême droite pendant qu'il est ministre de l'Intérieur, à plus forte raison qui va s'illustrer dans deux épisodes très importants, le démantèlement de la cagoule, qui aura ensuite des conséquences dans son sort, et le fait d'avoir révoqué Jacques Doriot comme maire de Saint-Denis en 1937. Ça, c'est son action ministérielle au moment où il est ministre de l'Intérieur du Front populaire. Évidemment, on remarque un prénom original pour un Français, Marx Dormoy. Ça veut dire qu'il est né dans une famille déjà socialiste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient de cette tradition du socialisme municipal, de Montluçon dans l'Allier, voilà, qui incarne une forme de fidélité à un marxisme pas si courant finalement dans le socialisme français. Effectivement, et son prénom est d'autant plus intriguant, on pourrait dire ça, que moi quand j'étais élève, que je passais dans la rue Marx Dormoy à Grenoble, je pensais qu'il y avait une erreur d'orthographe et que c'était Max Dormoy, que ça avait été mal orthographié, ce qui montre à quel point le prénom est totalement inédit en France, tout du moins. Et oui, effectivement, il vient d'un milieu qui est très marqué à gauche, mais en même temps, il se retrouve à la SFIO, même s'il s'appelle Marx, il est à la SFIO, il n'est pas au PC après le congrès de Tours. Donc c'est une figure qui est politiquement très importante et qui est très implantée là d'où il vient, puisqu'il est sénateur de l'Allier après avoir quitté son poste ministériel. D'ailleurs, il est aussi élu municipal. Et tous ses postes électifs vont lui être retirés en septembre 1940 par le régime de Vichy. Alors avant Vichy, il y a cette période du Front populaire, vous avez commencé à le dire, au cours de laquelle on sait que le Front populaire, c'était le pain, la paix, la liberté. Et la liberté, ça impliquait de défendre la République contre les menées fascistes. C'est comme ça qu'on les voyait à l'époque, après le 6 février 1934. Et du coup, Marx Dormoy, il a été non pas le premier ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a comme une malédiction, c'est ministre de l'Intérieur du Front populaire. Roger Salengro s'est suicidé suite à une campagne de presse à son encontre. Lorsqu'il est ministre de l'Intérieur, il s'attaque à la cagoule. Alors, qu'est-ce que c'est que la cagoule ? Pourquoi c'est important ? La cagoule, alors d'abord, la cagoule, l'organisation est rentrée sous ce nom-là dans l'histoire. En fait, elle a deux autres noms plus ou moins, entre guillemets, officiels, OSARN ou XAR. L'un pour Organisation secrète armée révolutionnaire nationale, l'autre pour Comité secret d'action révolutionnaire. C'est une organisation d'extrême droite qui a été créée par des anciens de l'Action française et plus particulièrement des Camelots du Roi, autour en particulier de la figure d'Eugène Deloncle et d'un général, le général du Seigneur, qui va agréger plusieurs milliers de militants qui veulent renverser la République. C'est un vrai complot contre la République. Oui, ce qui est paradoxal, c'est qu'autant le 6 février 1934 était plus une manifestation d'extrême droite improvisée qui avait quand même des implications violentes, mais l'idée de complot à laquelle on a cru n'était pas pour ce coup-là avéré, autant après, lorsqu'il y a un risque que la gauche soit au pouvoir, et ensuite qu'elle est au pouvoir avec le Front populaire, là, le complot s'organise concrètement. Alors, le complot s'organise concrètement avec des hommes qui vont ensuite jouer, pendant la Seconde Guerre mondiale, un rôle très important, en particulier du côté de Vichy. L'extrême droite a beau jeu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'extirper les 2 ou 3 qui ont rallié la résistance, mais l'immense majorité, sinon la quasi-totalité des membres de la cagoule, comme l'a appelé la presse républicaine au moment du démantèlement du complot, sont des militants forcenés de l'extrême droite qui veulent abattre
la République et en particulier la menace dite communiste, et il faut mettre des guillemets puisque tout ce qui en gros est à gauche de l'extrême droite relèverait du communisme quand on regarde leurs écrits. Alors évidemment, c'est tout ce qu'on va retrouver, qu'on retrouve déjà à l'extrême droite, mais qu'on va retrouver plus forte raison à partir de l'été 40 sous Vichy, c'est la République enjuvée, c'est le complot maçonnique, etc., etc. Et plusieurs assassinats politiques vont être menés sur ordre des dirigeants de la cagoule grâce ou à cause de plusieurs tueurs patentés qui vont sévir, notamment Fiol, qui va devenir la figure emblématique des assassinats de la cagoule, notamment des réfugiés antifascistes italiens qui étaient en France, les frères Rosselli. Mais c'est pas les seuls crimes qui sont commis par la cagoule jusqu'au moment où la police républicaine, qui est littéralement menée par Marx Dormois, procède à des dizaines d'arrestations à travers la France. Il y a un procès qui commence, mais qui en fait va pas aller jusqu'à son terme. La Seconde Guerre mondiale va pas aider, évidemment, à ce qu'on ait le fin mot de l'histoire. Mais en plus, de manière très intéressante, un des avocats des membres de la cagoule va être Xavier Vallat. Donc on voit déjà avant-guerre se tisser tout ce qui va se mettre en place à partir de l'été 1940. Xavier Vallat, pour qui ne le saurait pas, c'est à la fois un député homme politique antisémite, c'est lui qui lance à Léon Blum le jour de son intronisation comme président du Conseil en 1936. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain va être dirigé par un juif et donc une attaque antisémite. Et c'est aussi celui qui devient, sous l'occupation, commissaire général aux questions juives. Donc là, il y a une identité de vue, effectivement, qui est très forte. La cagoule, c'est aussi des soutiens financiers importants, notamment dans des milieux industriels. Des milieux industriels déjà engagés à l'extrême droite, et en particulier un qui est très connu jusqu'à aujourd'hui, qui est L'Oréal. L'Oréal va très largement financer la cagoule, mais Deloncle est déjà bien pourvu. Et il y a tout un ensemble de patrons d'extrême droite qui vont directement ou indirectement, puisqu'il y a aussi plusieurs associations qui servent de devanture ou de camouflage, qui vont lever des fonds, qui vont leur permettre d'abord d'être riches, d'avoir des locaux et aussi d'acheter beaucoup d'armes. Et la police va découvrir plusieurs caches, notamment à Paris, dans sa banlieue, d'armement qui est prévu pour servir à un soulèvement. Alors on comprend qu'en démantelant ou en étant à la tête du processus de démantèlement de la cagoule, effectivement, Marx Dormois s'est fait des ennemis. Il en avait déjà, en tant que ministre du Front Populaire, il en a encore plus. Et il en a encore un supplémentaire en s'en prenant à Jacques Doriot. Alors là aussi, peut-être resitue-nous qui est Jacques Doriot à ce moment-là. C'est un renégat du Parti communiste qui a basculé à l'extrême droite, toujours maire de Saint-Denis. Qu'est-ce qui se passe entre Dormois et Doriot ? Doriot, déjà, il faut vraiment, vous avez raison de rappeler son parcours, mais il faut vraiment avoir en tête que il était censé devenir le patron du PCF. Ça n'a pas été le cas, mais c'est vraiment une très grande figure du PCF. Grand tribun, charisme, contact avec les couches populaires, à Saint-Denis en particulier. Ultra charismatique, un tribun hors pair, et qui, c'est pas la seule raison, mais parce qu'il se retrouve bloqué dans son ascension au sein du PC, va faire sécession et en 1936 va créer son propre parti, le Parti populaire français, qui se veut férocement anti-stalinien et anticommuniste au sens de l'internationale communiste, tout en revendiquant une forme de marxisme. En 1936, le parti n'est pas encore ouvertement d'extrême droite au sens où on l'entend en général. C'est pas le cœur du projet du PPF en 1936, mais il va très rapidement, lui aussi, recevoir des subsides qui viennent d'un certain nombre de grands patrons et de certains banquiers, parce qu'il est identifié comme étant anticommuniste, autrement dit, briseur de grève, etc., etc. Et en 1937, il y a un certain nombre de malversations et de problèmes sur l'élection à Saint-Denis qui vont être pointés du doigt. Et in fine, Marx Dormois va révoquer, pour plein de raisons liées à la gestion de la commune, de la ville, va révoquer Doriot qui perd sa position phare en tant que maire de Saint-Denis, qui avait été appelé le rayon de Saint-Denis par référence à l'organisation du Parti communiste français initialement. Donc il perd son fief et on imagine bien évidemment que de ce point de vue-là, pour lui aussi, Marx Dormois fera partie des gens à abattre parce que Doriot, comme d'autres, sous l'occupation, acquiert une figure encore plus visible dans la mesure où il est parfaitement aligné avec l'occupant nazi, parfaitement aligné avec une partie, on va dire, de l'ère du temps. S'éloignera du maréchal, un peu trop âgé et attentiste pour lui, mais malgré tout, l'ère du temps à l'extrême droite lui convient très bien. Jacques Doriot, à partir de l'été 1940, si on peut discuter, il y a des discussions où il y a eu des discussions sur le positionnement du PPF avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est de la droite, de l'extrême droite ?
partir de l'été 1940, il n'y a plus aucun doute. Il se revendique initialement comme étant l'homme du maréchal, mais vous l'avez rappelé, il s'en distingue très rapidement, d'abord parce que sa ligne politique, c'est pas du tout la Révolution nationale, c'est trop mou. Il est sur une ligne politique qui est beaucoup plus proche du nazisme, à proprement parler. Et très rapidement, il va devenir l'incarnation de ce qui a été appelé par les historiens les partis parisiens. Il y a un certain nombre de partis installés à Paris, qui ne font pas partie de Vichy et des mouvances vichistes, qui ouvertement travaillent avec les Allemands, n'hésitent pas à attaquer le régime de Vichy, pas trop le maréchal, parce que c'est quand même initialement la figure qui est respectée par à peu près tous les Français, sauf les quelques-uns qui ont rejoint De Gaulle à Londres. Et donc Doriot va très rapidement devenir la figure centrale de ce qu'on appelle l'ultra-collaboration. C'est lui qui va dominer cette scène-là, parce que le PPF est le parti qui compte le plus de membres, qui est le parti le mieux organisé, avec un SO, un service d'ordre, qui bat le pavé et qui fait le coup de poing. Son rival, mais qui est beaucoup moins important, parce qu'il est un peu plus falot, c'est Marcel Déat, mais Marcel Déat et son parti, le RNP, n'auront jamais la même ampleur que le PPF, qui par ailleurs est installé, implanté de Marseille à Paris, en passant par Lyon, Saint-Étienne, un certain nombre de villes très importantes. Donc le PPF, c'est vraiment un très très gros morceau à partir de 1940, qui va travailler à partir de 1943, par ailleurs, main dans la main avec la police allemande. On est au cœur de l'ultra-collaboration. Autrement dit, ce serait pas étonnant qu'on trouve des cagoulards au PPF et inversement. Alors, on trouve des cagoulards au PPF, mais aussi au RNP de Déat, à plus forte raison que initialement le RNP est constitué aussi d'un autre parti qui s'appelle le MSR, qui est dirigé par Eugène Deloncle. Donc tous les partis parisiens se trouvent constitués par des anciens de la cagoule, mais il n'y a pas que les partis parisiens. À Vichy, il y a énormément d'anciens cagoulards, à commencer par celui qui va devenir le plus célèbre d'entre eux, Joseph Darnand, qui devient patron du service d'ordre légionnaire, qui va donner naissance à la milice en janvier 1943. Donc des cagoulards, il y en a de partout, à Vichy, aussi bien qu'à Paris. Alors, pendant ce temps, si on peut dire, Max Dormoy, lui, il n'a pas renié ses convictions avec la défaite de la France. Il est sénateur de l'Allier et en tant que sénateur, il est appelé à se prononcer le 10 juillet 1940 lors du vote fatidique sur les pleins pouvoirs donnés ou non au maréchal Pétain. Il vote non, comme 79 autres parlementaires, donc il fait partie de ces 80, et à partir de ce moment-là, il est identifié à ces gens qui, à la fois, sont dans le refus du nouveau régime qui s'installe, et puis portent l'héritage de ce Front populaire, de cette gauche, avec laquelle on veut régler des comptes. Tout à fait. Alors, je vais juste me permettre un léger pas de côté. Il y a les 80, et il y a les 27 du Massilia, qui sont partis pour continuer le combat en Afrique du Nord, et qui n'ont pas pu voter, puisqu'ils ont été... Dont Mendès France, par exemple. Dont Mendès, et quelques autres figures très importantes de la Troisième République, et ils vont être mis aux arrêts et accusés de désertion par la suite. Donc ça fait partie du même ensemble, sans oublier les élus communistes qui, eux, n'avaient plus le droit de vote à partir de septembre 1939, en raison du positionnement avec le Comintern. Mais effectivement, Dormoy, il aggrave son cas, mais son cas était déjà scellé, parce que Dormoy, c'est la figure honnie par des gens qui sont au pouvoir. Il faut vraiment comprendre que dès le premier Vichy, dans l'entourage du maréchal Pétain, c'est l'Action française et même des camelots du roi qui sont présents. Donc Dormoy, c'est déjà l'ennemi, quoi qu'il fasse. On pourrait même dire, mais là on est dans de l'Uchronique, s'il n'avait pas voté avec les 79 autres, il aurait quand même été une cible, parce qu'il a pendant 2 ans mené la lutte contre l'extrême gauche et l'extrême droite. Non, et justement, c'est là où il y a quelque chose de très important. Il y a la fusillade de Clichy, qu'il ne faut pas oublier. En 1937, il y a le PSF qui organise, le Parti social français qui est l'héritier des Croix de Feu, qui organise une réunion à Clichy, une réunion privée. Une partie de la gauche voudrait que cette réunion soit interdite, et Dormoy donne l'autorisation. Il va y avoir une contre-manifestation, il va y avoir des heurts avec la police, il va y avoir une demi-douzaine de morts. Or, pour une partie de ce qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche, en fait le terme est impropre, mais plutôt des communistes, Dormoy est aussi un ennemi. Donc c'est vraiment une figure honnie parce qu'il a voulu maintenir l'ordre républicain selon un certain nombre de normes qui étaient des normes républicaines. Et effectivement, dès le 11 juillet 1940, on pourrait même dire dès le 10 juillet 1940, puisqu'on sait que Blum et ses proches sont conspués au moment du vote, il est ciblé par le régime de Vichy. Il va être une des premières personnes qui va être arrêtée. Alors il y a des dizaines de personnes qui sont arrêtées, des représentants politiques de la Troisième, évidemment Blum, mais aussi Jean Zay dans la suite, Paul Reynaud, Vincent Auriol, Charles Pomarez, la liste est très longue.
et Marx Dormois. Concrètement, les anciens parlementaires et dirigeants politiques qui sont comme ça mis au banc de la société par le nouveau régime dictatorial Vichy qui s'installe, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive à Marx Dormois? Alors, les hommes qui sont arrêtés, c'est un long mouvement qui va se dérouler sur plusieurs semaines, mais qui va vraiment scander tout l'été 1940, et la presse ne cesse de l'annoncer. Ça va être d'identifier les figuronis de la Troisième République, qui va être un savant mélange à la fois d'hommes politiques, surtout de gauche, mais pas que. Georges Mandel est une cible, évidemment parce qu'il est juif, et de personnalités publiques, notamment des industriels, Marcel Bloch, par exemple, qui va devenir ensuite Marcel Dassault, des banquiers, évidemment, qui sont d'origine juive, comme les Rothschild, mais aussi les Gaston Dreyfus, les Lazare, etc., etc. Ces personnes vont être arrêtées, certaines jetées en prison, d'autres qui ont pu fuir vers l'étranger vont être déchus de leur nationalité, et enfin d'autres vont être internés. Et l'idée du régime de Vichy, notamment, c'est de préparer un procès où seront jugés ceux qu'ils estiment comme étant les responsables de la défaite. Marx Dormois ne va pas faire partie de ceux qui vont être prévus pour être jugés, ce qui va donner lieu début 1942 au procès de Riom, où Blum va notamment tourner en ridicule la justice de Vichy. Mais il va être interné dans un camp d'internement qui se trouve en Ardèche à Vals-les-Bains, en fait un hôtel où vont être regroupées une douzaine de personnalités. Donc on a Auriol, on a Reynaud, on a Pomaré, Marx Dormois, on a aussi Marcel Bloch qui va devenir Dassault, un Rothschild. Il y a sur les 12, la moitié sont des juifs qui ont été visés comme juifs. Il y a par exemple Salomon Grimbach qui est une des chevilles ouvrières de la SFIO. Et c'est vraiment un des lieux où on détient les figures dites ONI de la Troisième République, qui sont désignées comme des cibles pour la presse. La presse va passer le deuxième semestre 1940 à évoquer ces personnes-là. Et évidemment que la presse d'extrême droite, comme l'Action française, mais il y a des dizaines de titres à l'époque, vont les cibler et marteler les crimes qu'ils auraient commis contre la France. Tout ça nous amène à l'attentat dont on a parlé pour commencer cette émission, un attentat qui, malgré tout, crée du trouble, qui ne peut pas passer inaperçu, du coup qui déclenche une enquête. Mais c'est très paradoxal, parce que si les forces de l'ordre de Vichy doivent enquêter sur un assassinat politique qui converge avec l'idéologie vichiste, comment ça peut se passer ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, une fois qu'il est libéré de son internement à Vals-les-Bains, il est mis en résidence surveillée à Montélimar dans un hôtel, où il est surveillé régulièrement par la police locale. Et on sait, parce que Dormois tenait un journal, et puis il y a d'autres comptes rendus, qui étaient régulièrement conspués par des gens qui soutenaient Vichy quand ils sortaient dans la rue. Donc, peu à peu, il a arrêté de se promener dans Montélimar, craignant pour sa vie, parce qu'il avait l'habitude d'être menacé. Mais la question de l'attentat et des conséquences de l'attentat, ça pose aussi un problème qu'on va retrouver à plusieurs reprises sous le premier Vichy. C'est qu'on a un attentat qui tue un homme qui par ailleurs est très connu, alors que le régime de Vichy revendique être un régime d'ordre. Je vais prendre un autre exemple à partir de l'été 1940. D'abord à Paris, on va avoir une vague d'attaques contre les Juifs, en particulier les biens qui appartiennent aux Juifs, qui est excitée ou incitée par les Allemands. Mais ce sont les ultras de la collaboration qui vont s'adonner à ça, qui vont casser les vitrines des magasins juifs. Cette vague de violence, elle va se diffuser dans toute la France. Elle va arriver en zone libre, puis elle va même arriver de l'autre côté de la Méditerranée française, en Algérie, puis au Maroc. Et Vichy va très rapidement y mettre un terme, c'est-à-dire que la police va arrêter ces militants, ils vont être déférés devant la justice, pour une raison très simple, être antisémite c'est bien, attaquer, faire du désordre, ça correspond pas à la politique de Vichy. Donc tous ces hommes qui vont être arrêtés, notamment à Lyon, il y a une figure qu'on va retrouver par la suite comme Francis André, dit Gueule Tordue, qui va PPF, qui va travailler pour la police allemande. Il est arrêté, déféré devant le tribunal correctionnel de Lyon et libéré sans poursuite. Donc c'est un jeu très particulier qui consiste à dire on maintient l'ordre, mais en même temps on poursuit pas trop ceux qui causent des problèmes. Sauf que d'abord l'assassinat de Dormois a un immense écho. La presse l'évoque, alors évidemment en expliquant que c'est un peu... Oui, il a bien cherché. Il a bien cherché, c'est mal, mais quand même, il est responsable de beaucoup de choses. Et en même temps, ceux à qui va être confiée l'enquête sont des gens qui vont vraiment faire leur travail. C'est notamment le juge Marion et le commissaire Chenevier. Par ailleurs, Chenevier avait déjà travaillé contre la cagoule avant-guerre, qui vont mener l'enquête et assez sérieusement, enfin voire même très sérieusement. Ils vont très rapidement remonter la piste, tout simplement parce que l'attentat a été planifié par plusieurs personnes, on va le savoir par la suite, mais commis par une femme qui s'appelait Anne Mouraille, qui traînait dans l'hôtel, littéralement traînait dans l'hôtel depuis plusieurs semaines avec une fausse identité. Elle a été rejointe à plusieurs reprises par deux hommes qui s'appellent Guichard et Moignet.
Ils vont être identifiés, mais on ne sait pas trop qui ils sont. Et il y a un coup du hasard qui va servir l'enquête et qui va permettre de remonter plus haut. C'est qu'un mois plus tard, dans un parc à Nice, au milieu de la nuit, il y a 3 hommes qui sont déchiquetés par une bombe. En fait, c'est eux qui transportaient la bombe et au moment où ils ont voulu mettre en place le timer, le détonateur, la bombe va exploser. Donc la police va ramasser 3 corps déchiquetés qu'elle va être en mesure d'identifier. Ils se rendent compte que ces 3 hommes visaient une synagogue à Nice, et justement ça permet de comprendre tout un ensemble de choses. Et l'enquête va permettre d'établir des liens entre une des victimes, qui s'appelait Marbach, qui travaillait à l'Arsenal de Toulon, il avait accès justement à des explosifs, et aux 2 autres hommes, en l'occurrence Guichard et Moignet, et ils étaient tous, un, des anciens de la cagoule, 2, des anciens de ce qui s'appelait les GP, les groupes de protection, qui est un truc très bizarre mis en place fin 1940 au service de Vichy par le colonel Groussard. Donc là aussi, on est dans de la barbouzerie d'extrême droite, puisque à nouveau dans les GP, on va retrouver énormément de gens de l'ultra-collaboration, comme par exemple Francis André que j'ai évoqué, mais plein d'autres. Et donc, ils vont commencer à démêler tout cela pour se rendre compte qu'on a affaire à un vrai complot d'abord, qui implique une demi-douzaine de personnes, mais on ne sait pas qui sont les commanditaires. Ouais. On ne sait pas directement qui sont les commanditaires. Ils vont quand même remonter jusqu'à Anne Mouraille et aux 2 autres qui vont être arrêtés, détenus et jetés en prison à l'Argentière, et la justice va continuer son travail. Donc il y a tout un dossier judiciaire qui est conservé aux archives départementales de l'Isère, puisque c'est le ressort qui couvre aussi la Drôme. On voit qu'ils ont vraiment travaillé, sauf qu'on se rend compte qu'il y a régulièrement des interférences qui viennent de Vichy. Directement de Vichy, on suggère qu'il faut ralentir l'enquête. Oui, on va même les inculper, essayer de demander est-ce que les Allemands pourraient pas intervenir, est-ce que les Allemands pourraient pas faire quelque chose pour nous sortir de là. Après tout ce qu'on a fait, ils devraient bien être d'accord. Et donc, il va y avoir plusieurs sollicitations, il y a des pressions qui sont formulées par les ultras à Paris, enfin, c'est littéralement des martyrs. Il y en a un, Moignet, qui va écrire à Laval, au bout d'1 an, en disant qu'ils sont au secret, que c'est honteux, qu'il y a une femme, Mouraille, que c'est honteux qu'elle soit détenue, que lui et son compagnon de détention sont médaillés de l'armée française, qu'ils ont des citations, que c'est honteux. Au même moment, il y a l'affaire dite Colette, du nom d'un homme qui a tiré sur Laval et Déa en août 1941, lorsqu'il est créé la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Colette est arrêté, il a blessé sérieusement Laval et Déa, mais il est arrêté et il est gracié. Et dans un courrier qui est envoyé par Moignet, il écrit à Laval en disant « Vous avez gracié Colette, vous pourriez bien faire quelque chose pour nous qui sommes le terme c'est révolutionnaires nationaux. » Donc pour eux, il y a un bug dans le système, il y a une anomalie. Comment se fait-il qu'ils sont toujours détenus alors qu'ils n'ont fait que le bien ? Un peu comme les assaillants du Capitole, exactement. Détenus alors qu'ils ont œuvré par patriotisme. Exactement, mais en plus, dans la presse ultra, alors la presse d'extrême droite, comme l'Action française, c'est le coup de « il a bien cherché, mais ça se fait pas trop de tuer, mais quand même c'est pas grave ». La presse ultra, elle y va franco, il a mérité d'être tué. Par exemple, Paul Schack, qui va diriger le comité d'action anti-bolchevique, va, alors qu'il est mort, en faire un des 2 responsables du Front populaire avec Léon Blum. Ce qui annonce aussi quelque chose qui va se produire en 1944, où les figures de la Troisième République, puisque Dormoy est le premier, vont commencer à être ciblés par des assassinats. Et ce qui est très important, ce qui se passe en 44 est pas né en 44. L'assassinat de Zé et de Mandel. Oui, parce que là, évidemment, les 2 assassinats les plus connus, d'ailleurs, en préparant cette émission, on en avait parlé, c'est effectivement Jean Zé et Georges Mandel, juillet 1944, tous les 2 abattus par la milice, tous les 2 des figures majeures de la Troisième République abattus par la milice. Marx Dormoy préfigure, en réalité, cela, mais d'une manière plus improvisée, moins centralisée. Alors, il préfigure, mais il est trop devancier, parce qu'il n'est pas dans la même séquence chronologique. Jean Zé est exécuté par des miliciens, selon les uns travaillant pour les Allemands, selon d'autres des miliciens, le 20 juin 1944, et Mandel, 15 jours plus tard, le 7 juillet 1944, lui aussi par des miliciens. Or, on retrouve aussi là-dedans les mêmes hommes qui ont Action française, Camelot du Roi, Cagoule, groupe de protection, et ensuite des parcours dans l'ultra-collaboration. Mais Mandel et Zé, c'est vraiment la période où on identifie le plus facilement les violences de l'ultra-collaboration, qu'il s'agisse de la milice française ou des mouvements ultra dits parisiens.
Dormois, lui, c'est une victime qui est tuée en juillet 41, donc 3 ans avant, dans un moment qui paraît beaucoup plus apaisé, alors que la répression politique est très très forte. Il y a des milliers, sinon des dizaines de milliers de militants communistes qui sont internés dans les camps d'internement du régime de Vichy. Il y a les procès politiques qui ne manquent pas, il y a les révocations dans la fonction publique. C'est le moment où Vichy assoit son pouvoir sur la France et sur les administrations. L'assassinat de Dormois, il correspond vraiment au moment où les ultras de la collaboration se sentent suffisamment forts pour régler leur compte avec le temps d'avant. Alors il y a la question de savoir qui a commandité l'assassinat. On suppose, et c'est l'explication la plus rationnelle, que c'est de l'oncle. De l'oncle et son entourage. Donc, l'ancien chef de la cagoule. L'ancien chef de la cagoule qui dirige à l'époque le MSR, le mouvement social révolutionnaire, qui a donné l'ordre de faire tuer Dormois en réponse ou en représailles au démantèlement de la cagoule. Mais en même temps, il y a des évocations que Doriot et le PPF sont pas très loin parce qu'on retrouve des membres du PPF et Doriot aussi a des comptes à régler. Et puis on voit qu'il y a des pressions qui viennent de Vichy et surtout les Allemands ont dû jouer un rôle puisque le 23 janvier 1943, la police allemande qui est désormais présente dans l'ex-zone libre qui est devenue zone sud débarque à l'Argentière en Ardèche, donc qui vient de Lyon où elle s'est installée. Il y a 4 hommes de la police allemande qui débarquent à la prison, qui exigent qu'on leur remette les 3 prisonniers, c'est-à-dire Mouraille, Moignet et Guichard. L'administration française va essayer de s'opposer à ça, mais il n'y a rien à faire et finalement ils finissent par les libérer. Le procès des assassins de Marx Dormois n'a jamais eu lieu. Le procès n'a jamais véritablement eu lieu. Il y a eu des procès par connexion, puisque les assassins vont prendre la fuite en Espagne. Mouraille va épouser Moignet. Enfin voilà, il y a vraiment... Mais ça fait vraiment partie de l'ultra-collaboration qui a montré dès 1941 ce qu'elle voulait faire. Elle voulait tuer les membres de la Troisième République. L'explosion de la bombe à Nice, qui fait suite à l'assassinat de Dormois, c'est la même bombe, c'est comme ça qui remonte justement toute l'histoire. Elle fait suite au plasticage d'une synagogue à Vichy, et avant à Marseille, et ensuite en octobre 1941 à Paris, il y a 7 synagogues qui sont plastiquées toujours par le MSR, par de l'oncle, sur instigation des Allemands. Donc on voit vraiment qu'il y a tout un ensemble de manœuvres politiques qui visent d'abord à donner une ligne de ce que veut l'ultra-collaboration par opposition au régime de Vichy, mais on voit aussi la porosité qu'il y a entre cette ultra-collaboration et le régime de Vichy. Non seulement il y a des anciens, même des proches de la cagoule dans le premier Vichy, mais on a Pierre Pucheux qui vient du PPF, qui est un ministre de Vichy, puis il y en a d'autres. Il n'y a pas d'un côté les ultras, de l'autre le régime de Vichy, puis la ligne de démarcation, il y a un jeu en permanence des deux côtés. Merci beaucoup, Tel Brudman. Qu'est-ce qu'on peut lire si on veut aller plus loin sur cette question ? Alors, étonnamment, vous l'avez dit, mais il faut vraiment insister là-dessus, la mort de Dormois occupe pas la même place que celle de Zé et Mandel, même s'il a été honoré à plusieurs reprises. Il y a eu un timbre dans les années 80. Il a fallu attendre 2021 pour qu'il y ait une plaque à poser à Montélimar pour rappeler son sort. Et là, il y a plusieurs ouvrages des années 50-60 qui en parlent, mais il y a vraiment une étude qui a été faite par 2 historiennes américaines, Gail Brunel et Annette Finlay Crosswhite, qui ont fait un livre qui a été publié il y a une demi-douzaine d'années aux États-Unis, qui a été traduit en France l'année dernière. Il s'appelle Marx Dormois. Enquête sur la cagoule. Enquête sur la cagoule, et qui essaye de faire le point, et qui est une enquête au sens historien du terme, très très fouillée, très très poussée, et qui reconnaît énormément de choses. À mon avis, c'est l'ouvrage qu'il faut lire sur Marx Dormois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site du podcast parolehistoire.fr. N'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série Un meurtre, une société.